C'est bien connu, le vendredi c'est du couscous au poulet, le samedi c'est le championnat et lundi c'est Face Foot comme tous les lundis soirs à partir de 21 h. On va revenir sur toute l'actualité du foot national et pourquoi pas international comme ce soir. On va parler du championnat, de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe du Monde et également votre rubrique, celle qui vous concerne et dont nous débattons tous les lundis soirs, c'est le Face à vous. Tout cela, vous allez le découvrir dans l'émission de ce soir, avec quelques petits changements tactiques. On ne sait pas si Gourcuff va en faire en Coupe d'Afrique des Nations, mais en tout cas chez nous, quelquefois on change de poste. Nordine Saadi était juste là, à ma gauche, et il se retrouve sur le côté, là-bas. On va voir avec les caméras de nos amis réalisateurs. Mahdi Haddad et comment on l'appelle déjà, Platini, Hicham Zeliwan également. Nordine Saadi est avec nous de l'autre côté du plateau. Salut Nordine. Salut. Pourquoi si loin de moi, Nordine? Tu es la monotonie, c'est toujours le changement qu'il faut. Rassure-moi, tu ne cherches pas la porte. Rassure-moi, tu ne cherches pas la porte de sortie. Non, non. On ne te laissera pas sortir, la porte est bien fermée. À côté de vous, Hadj Adlan. Salut Hadj. Bonsoir. Non, c'est un changement de... tactique. C'est tout. Voilà, c'est tout. On a permis pour détromper l'adversaire. Je vous rassure, c'est pas parce que vous êtes plus proche de moi que vous allez avoir plus de paroles que Nordine. Il vous la laissera pas. Il vous la laissera pas. De l'autre côté, côté rédaction, Rafiq Habib, compétiteur, est avec nous ce soir. Salut Rafiq. Bonsoir. Pas trop fatigué, un peu moins que la semaine dernière. Non, non, ça va. En forme. Ça peut aller. Jamel Rachdi est également avec nous. La PS est là et c'est surtout Jamel qui est là. Bonsoir. À côté de vous, Mohamed Aberkan de la rédaction de ZR TV est avec nous. Salut Mohamed. Bonsoir Liam, bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être là. Mohamed, vous avez préparé la News Week de la semaine. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais vous avez quand même trouvé quelque chose de quoi faire le débat cette semaine. La News Week, signée Mohamed Aberkan, et on revient après. On va déposer plainte. Donc, ma délégué de ligue, on va déposer plainte parce que la tribune هذول سيبورتات السي ار بي هذول مانيش عارف كيفاش هم احنا جامي كان عندنا المشكله راهم فيهم ماشي فينا احنا. لان الكلام هذا ما نقبلوش لانه انا كنادي فريق هو يجيني اليوم غدوه على 20 اوت نتحمل مسؤوليتي. شوفوا انصار من قبل تاع فرق اخرى تحطوا في اماكن محترمه في لا تريبين، لكن حنا الانصار تاعنا تحطت في ظروف كانهم سمحوا لي كانهم ان تروبو. Ce qui s'est produit à l'Alba ce week-end en championnat reste un affront pour le fair play longtemps proclamé dans le stade en Algérie. Un télescopage entre deux galeries, celle de l'Alba et du CR Belouizdad, a failli tourner au drame. Jets de pierre et de projectiles, c'est le lot d'un après-midi censé être calme pour un spectacle de football entre deux voisins et qui a finalement viré au cauchemar. Ni les comités de supporters, ni les présidents, ni même le service d'ordre censé mettre de l'ordre n'arrivent à mettre un terme à ce phénomène qui a métastasé notre football. Alors, sommes-nous en train d'attendre qu'il y ait mort d'homme une nouvelle fois pour trouver la solution sur la tombe d'un supporter lambda? Les voyants sont en rouge. La violence a atteint sa vitesse de croisière en présence de plusieurs stades non homologués en Algérie. Une journée seulement nous sépare du tombé de rideau de la phase aller. Ça se bouscule en haut du tableau. Pas moins de 4 équipes se disputeront le titre honorifique de champion d'automne. Si l'USM El Harrach est bien parti pour terminer en fanfare lors de cette première partie de championnat, d'autres équipes à l'image du Mouldier de Béjaïa, de l'USM Alger et du CS Constantine sont à l'affût. Alors, selon vous, qui mérite ce titre honorifique ? Une équipe de Blida fraîchement éliminée de la Coupe d'Algérie et qui prend la tête du championnat en Ligue 2. Ça ne passe pas inaperçu. Sa victoire samedi à Médéa chez un sérieux client pour l'accession a drainé la polémique. Mahfoud Boukhalkhal, le président olympien, crie à la supercherie. انا نقول لك كرئيس فريق انا نظن بلي مش غنزيد نمارس نزيد نكمل نخدم بالفريق الله، لان ما نقدروش الله غالب تحكيم كيما هذا الرابطه ضدنا. من العام اللي فات عشنا جاحين في 20 اوت وبلعنا فمنا في بدايه الموسم. نبينا غير كان يخدم ولا باس بينا حوهونا راح الفريق الوطني وبلعنا فمنا. مي خلاص كل شيء ظاهر دوك علينا نبقاو نخدموا ونبقاو نتعبوا في رواحنا. انا ما نزيدش نكمل. نشوفوا كاش انسان واحد اخر يكمل مع الفريق هذا. العالم كاع راه ضد فريق اولمبي مدي. انا ما نقدرش نكمل في مهازل
مثل ما هزل تاع عبيد شرف، وانا نقول حسبي الله ونعم الوكيل منك يا عبيد شرف. Voilà, on termine avec cette déclaration choc du président de l'Olympique de Médéa. L'accession lui reste déjà en travers de la gorge, celle de l'année dernière. Cette fois-ci, il s'en prend directement à l'arbitre du match, Abed Sherif, qui a accordé un penalty en fin de match pour l'USM. 14e minute, oui. L'USM Blida, on va y revenir dans quelques instants. On va commencer par ce qui s'est... Si elle est valable, Riyad. Si elle est valable, il faut accepter. Il faut accepter. Maintenant, il y a des règlements pour siffler les pénaltys. Non, ce qu'on voulait montrer par ces images, et on va revenir tout à l'heure, c'est qu'on ne fustige pas l'arbitrage qu'en première division. En deuxième division également, ça pose énormément de problèmes. C'est peut-être un championnat où les projecteurs ne sont pas tout le temps braqués, mais il se passe beaucoup de choses. On va en reparler dans quelques instants. On va commencer par ce RCA-CRB. Quand on lit l'affiche comme ça, dans la semaine, avant le championnat, on se dit, tiens, c'est vrai que c'est deux quartiers différents, mais le RCA, quand le RCA est monté en première division, il a été repris par Amani. J'avais l'impression que c'était, allez, je vais dire le mot et vous pouvez me corriger si vous voulez, un CRB bis. Un président qui était un historique du CRB, des joueurs qui sont ramenés du CRB. Lui, il y avait Jadi avant, l'entraîneur des gardiens qui vient du CRB, rappelez-moi son nom, Dikimash. En fait, c'est presque l'arrière-garde du CRB qui aide un petit peu. De tout temps, il y a eu une affinité entre on se dit, voilà, le CRB. mot, tu l'as lâché, Jamel, affinité. Qui dit affinité, dit bonne relation. On se dit, il ne peut absolument rien se passer dans ce genre de confrontation. Et finalement, la violence, et quelle violence, était de retour. Mohamed Bourmi a été sur place la semaine dernière pour ce match. Il y a eu du rififi avant le match. Il y a eu des gradins qui ont été montés à la hâte pour ce match. Et seulement pour ce match, si je ne me trompe pas. Oui, il n'y avait pas ça avant. C'est vrai que les gradins... heureusement que ce n'est pas Fouriané qui est arrivé, les gradins ne se sont pas écroulés, mais des supporters sont tombés et ils ont fait démonter complètement cette installation de fortune. Et il s'est passé ce qui s'est passé, on a écouté Amani à la fin, on a écouté le président du CRB, et chacun se jette la responsabilité de ce qui s'est passé. Il y a une tribune visiteur, elle est programmée dès le départ du championnat. Par rapport à l'accès, parce que généralement, ce n'est pas le même accès que l'équipe locale. Mais là, il y a eu un changement dernière minute. On se pose la question, est-ce que c'était... Oui, le changement de dernière minute, mais le dernier mot revient aussi aux organisateurs et surtout beaucoup plus. Qui gèrent le terrain. Ils ont pensé à l'aspect sécuritaire, mais c'est du jamais vu, c'est vraiment rocambolesque. Une tribune mobile, métallique, moi j'ai jamais vu ça. Alors au lieu de placer, ils savaient qu'il y avait une certaine friction entre les deux galeries, surtout pour le RC Alba. C'était un match capital, il fallait qu'ils gagnent. Alors la preuve, ils ont gagné 2-0. Il fallait carrément isoler les supporters du CRB Belouizdad du côté gauche de la tribune officielle. Enfin, on en a parlé longtemps, mais quand il se passe des choses comme ça, c'est très difficile pour les visiteurs de gagner un match. Rien ne justifie de telles scènes et de tels actes. Oui, c'est sûr. On est en train de justifier. À la décharge du président de l'Alba Amani, il a déclaré sur plusieurs autres chaînes que c'était prévu qu'ils mettent les supporters de l'équipe visiteuse, comme d'habitude, dans une tribune particulière. Et ce n'était pas lui qui avait décidé de transférer cette... Qui a décidé ? Je pense que c'est les services de sécurité. C'est le service de sécurité, pour des raisons de sécurité. Mais le problème qui se pose, c'est que l'organisation d'une rencontre échoue d'abord au club recevant, club organisateur. C'est à lui de se mettre en collaboration avec les services de sécurité pour arrêter. Il y a des réunions qui se font avant chaque match. En fait, il n'est pas responsable du choix des gradins, puisque c'est les services de sécurité qui l'ont mis. C'est ce qu'il déclare. Mais la réglementation le donne responsable. C'est le règlement. C'est l'équipe qui reçoit qui est responsable de ce qui se passe. C'est pas le service de sécurité qui va recevoir le coup de massue, c'est bien sûr le club qui reçoit. Elle ne va pas sanctionner la DGSN. Elle va sûrement sanctionner le club qui reçoit. C'est ça le règlement, on ne peut pas y échapper. Bon, c'est vrai que de toutes les manières, tout ce qu'on a dit ne pardonne pas les faits. Ce qui s'est passé est impardonnable. Il est vrai aussi que nous avons des stades qui ne s'y prêtent pas pour ce genre de rencontre.
C'est des stades qui sont à peine homologués, entre guillemets, Non, mais qui en réalité, voilà, qui sont en réalité, voilà, qui ne remplissent pas les conditions d'une véritable Mais si, ils sont compétition. homologués puisqu'on y joue Oui, la Ligue 1. oui, Ils ne sont pas homologables. Ils ne sont pas homologables. Voilà, Ils sont pas homologables. Et il n'y a pas que le Stade d'Alba. C'est peut-être, bon, je vais être généreux, c'est au moins la moitié des stades de la première division qui ne répondent pas aux normes. C'est des stades dépassés, on en a parlé plusieurs fois. Bon, maintenant, même ça ne pardonne pas aussi. La violence, il faut la condamner, quelle que soit l'excuse invoquée par les uns et les autres. C'est une rencontre qui n'avait aucun enjeu particulier. Bon, c'est une rencontre de première division ordinaire entre deux équipes qui, entre guillemets, avaient des affinités, comme on l'a précisé, qui avaient l'habitude de s'échanger les joueurs. Cette année encore, 3 joueurs de l'Alba font le bonheur de CRB. Voilà, mais non, on sanctionne une équipe visiteuse parce que des joueurs ont quitté le club pour aller vers... Franchement, peut-être que Hadj a une partie de la réponse. Hier, dans l'émission Le Muhtalifin avec Mohamed Boukhmia, vous avez reçu un joueur du CRB qui était Alex joueur de l'Alba, qui actuellement au CRB. Quelle est cette susceptibilité qui a fait que les supporters sont rentrés dans le stade avec une animosité? Ben pour lui, c'est carrément prémédité. Hein. Il l'a déclaré hier sur l'émission de Mohamed Boukhmia, où il accuse carrément le président Jamal Lamani. Quelque part, lui personnellement, quelque part, il s'attendait à ce qu'il soit reçu avec des fleurs, avec des applaudissements. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas une culture. On a vu plusieurs cas. Pas toujours. C'est pas pour parler de l'USMA. On lui a donné l'exemple. Mais j'ai assisté à peu de matchs cette saison. J'ai assisté au match USMA d'Alger, USM Belabbès. Achiou, capitaine de Belabbès. Et vous connaissez Bolloré, Nordin Saadi, le capitaine de l'équipe adverse. Il doit faire tout le terrain, sortir du vestiaire pour aller vérifier les licences, etc. Applaudissements, standing ovation pendant 15 minutes. Il était même gêné et il a fini par un sprint tellement les applaudissements étaient longs. Oui, quand on aime un joueur, quand on a du respect pour un joueur... C'est HO, c'est pas... Non, d'abord c'est HO. Mais non, mais quand on rend service à un club, on l'oublie pas. Allez voir Thierry Henry si jamais il revient jouer contre Arsenal, comment il est reçu. Il a son statut déjà. Il a un statut, mais respect. Oui, le respect. Non, pourquoi aller vers... Bon, un show, c'est exceptionnel. Bon, il n'y a qu'à voir Doha. Il a joué. Il est revenu au stade de l'Harrach avant-hier. Normal. Il a même été applaudi, je crois. Ça s'est bien passé. Le match s'est terminé. Le Harrach n'a pas gagné le match. Et pourtant... C'est quoi? C'est la façon de quitter un club qui gêne les supporters? Nordin, tu souris, mais je ne vais pas te laisser sourire parce qu'il faut que tu parles. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu vis ça. Tu connais les joueurs. Et je ne sais pas si tu vas l'avouer, mais ça arrive que des joueurs qui jouent chez toi, je ne vais pas nommer les régions, ils sont de Annaba, parce qu'il y a eu des Annabi à l'USMA, ils sont oranais, et subitement, quand il y a leur équipe qui joue, eh ben, ils ne veulent pas jouer. Exemple, hein, on va parler un peu d'autre chose, mais j'aimerais que tu sois franc sur ça. Et il y a des joueurs, quand ils quittent le club où ils sont censés être, de faire partie des meubles, par exemple, et quand ils quittent le club, c'est senti comme une trahison. Est-ce que ça, c'est pas un manque de professionnalisme, Nordin? Est-ce que ça existe d'abord? Franchement, il y a beaucoup de choses à dire et moi, j'ai pas envie de nager dans la même piscine que vous. De toute façon, vous n'avez pas le choix, on n'a qu'une seule piscine. Ou vous plongez, ou vous sortez. Écoutez, on a vu du sang. C'est vrai? C'est inacceptable. On a vu du sang. On parle encore des bossés. OK? Et on est là tout le temps à commenter, quand je dis nous, c'est pas cette émission. L'opinion. Je parle au niveau national, au niveau de tout le temps en train de commenter. Est-ce ainsi que doit vivre un pays de football, un pays avancé, un pays qui aime le foot? Et c'est ainsi. Et aussi, jusqu'à quand les autorités ou bien les politiques vont-ils s'apercevoir de la mère réalité? Parce que nous vivons maintenant dans un petit monde grâce à l'image.
Cette image d'aujourd'hui où il y a du sang, elle a dû être transférée dans tous les pays où il y a Nilsat, où on voit les images en Algérie. Où il y a Et ça n'a Facebook, que vous n'avez pas encore, mais vous l'aurez bientôt. D'accord, mais je suis désolé, cette image a dû aussi être captée par d'autres chaînes et à travers le monde. Donc, c'est déjà un appel, plutôt une démonstration que notre pays est en danger, alors qu'il ne l'est pas. Alors qu'on n'arrête pas de parler que l'Algérie se porte bien dans tous les domaines. C'est un pays de violence. Mais voilà, pourquoi vulgariser et pourquoi permettre cette vulgarisation du mal et du sang jusqu'à quand on a vu toutes les autorités nationales, des ministères qui se sont réunis, jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée. L'une des solutions qui doit être immédiate, c'est de revenir au discours du ministère de la Communication et d'interdire à une certaine presse, je dis bien une certaine presse, qui parle tout le temps de ces animosités de joueurs qui se sont parfois on dit il a été lâche, il a changé, etc. etc. Ben oui, pourquoi tout le temps, dans la semaine, d'ailleurs c'est le seul pays au monde, je pense, où c'est quotidien, maintenant c'est devenu l'image. Non, mais Nordin, on ne peut pas... on peut pas dire qu'il y a que la presse qui est responsable de ça. Non, je ne dis pas la presse est responsable. C'est l'une. Elle met l'huile sur le feu. Je dis ça parce que c'était l'une des solutions où on a assisté avec les journalistes au discours du ministre de la Communication. Il faut d'abord commencer à sensibiliser les gens à travers la presse. On a besoin de la presse. Mais il y a beaucoup d'organes, moi je ne généralise jamais, qui font le travail de sensibilisation, qui aident un peu les éducateurs à faire le boulot et qui font prendre conscience aux jeunes que la violence peut naître d'un seul petit fait. Et puis, je vais enchaîner sur ce que je viens de lire en sortant de la maison, sur le futur duel qu'il y aura entre l'Espérance de Tunis, quand je dis duel, c'est-à-dire derby, je veux dire, entre l'Espérance de Tunis et le club africain. Déjà, ils ont annoncé les jours où ils doivent vendre les tickets. Tel jour, telle heure, telle heure. Ils ont annoncé les prix de telle tribune, telle tribune, telle tribune. Et ce qui m'a frappé, c'est la dernière phrase où il est dit les billets ne seront pas vendus le jour du match. Deuxièmement, tous les jeunes en dessous de 18 ans ne seront pas acceptés dans le terrain. Ça, c'est dans un journal ? Non, dans le communiqué de presse pour le Et vous qui, match. Puisque vous parlez de presse algérienne, vous avez pris l'exemple de la Tunisie. La violence naît des mineurs aussi. Beaucoup de mineurs qui sont sur les terrains. Est-ce que dans la presse tunisienne, par exemple, quand il y a des chocs comme ça entre l'Espérance, Club africain, Sfax, est-ce qu'il y a des titres chocs du genre la revanche, le combat? Est-ce qu'il y a ce genre de titres? Est-ce que ça existe aussi là-bas? Ça existe, mais ça n'est... Il y a les commentaires qui se passent ici dans certains journaux n'existent pas. Bien sûr que ça existe. Les titres, c'est sportif. Mais quand on monte le président l'un contre l'autre, on oublie de parler du problème d'Amani et de... Malek. Non, Djadi. On a tendance à très vite oublier en Algérie. Lorsqu'il y a un événement, comme ça a été le cas de la mort des Bossés, je ne peux pas dire une autre expression, la presse a été mobilisée, les discours ont cessé de C'était part le choc et la condamnation. La condamnation unanime. La presse commençait, certains journaux et certaines chaînes privées ont commencé à lancer des slogans contre la violence, etc. Mais on oublie vite et on tombe dans les travers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Parce que les décisions qui sont prises, qui doivent être prises par les autorités ne sont pas pérennes. Ne sont pas pérennes. Elles sont appliquées 1 semaine, 2 semaines, et après, c'est l'oubli. Tant qu'il n'y a pas une application stricte au sens de règlements concernant tous les écarts disciplinaires et tout ce qui se passe, on continuera à baigner dans cette piscine
la fameuse piscine boueuse, elle dit. Ou sanguinolente. Ou sanguinolente. On voilà. a déjà 20 minutes sur ce premier thème. Pour ceux qui n'ont pas encore intervenu, ils vont pouvoir intervenir maintenant. On passe au deuxième sujet qui est la Ligue 1. On a vu, et déjà avant de passer au bilan qu'on fera la semaine prochaine, le bilan de cette phase aller, le bilan est déjà mauvais, il est violent. C'est peut-être la première chose qu'on va conclure sur cette première phase du championnat. Et la question qu'on se pose, même si après la mort d'un homme, même si c'était la deuxième journée Hajj, on avait discuté la dernière fois avec Gourcuff, notamment. Et pourquoi je vous parle de ça, de l'éventualité de l'appel de Belaïli pour pouvoir peut-être suppléer Forouli. Il l'avait écarté d'un revers de la main, il l'a prouvé dans sa liste des 23. Je me suis souvenu que peut-être la plus belle action depuis que Belaïli est revenu en championnat algérien, c'est ce but face à la JSK, j'en perds mon oreillette, qui était peut-être un modèle de chef-d'œuvre. Coup de sombrero sur le défenseur de la GSK, sur Belhamri, et puis frappe, but magnifique, et ça a été complètement effacé par le drame qui est venu quelques minutes après. Finalement, ça résume tout. La beauté du foot a été complètement effacée par... Même hier, Riyad, sur les incidents qu'on a vus à Al-Arba'a, sur le terrain, il n'y avait rien du tout. On avait le joueur, comment il s'appelle, non, l'attaquant qu'on a eu hier dans l'émission de Bougueroa, pardon, de Mohamed Bokhmia. Sur le terrain, au contraire, les joueurs entre eux, ils étaient en train de se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que sur le terrain, il n'y avait rien du tout. Il y a eu 2 buts qui étaient très propres, 2 buts bien construits, un sur le bal arrêté, le deuxième but. Mais sur le terrain, les joueurs se demandaient est-ce que réellement on mérite d'avoir ce genre de comportement dans les tribunes. Presque, les joueurs sont presque otages. On a vu quand même une journée où il s'est passé beaucoup de choses, mais sur les tribunes, c'était le fair play total. Al-Harrach a concédé un point et ils l'ont accepté. L'Alma a perdu en dernière seconde et ça s'est bien passé. Le CSC a perdu. Le CSC a perdu sur un but, alors que l'arbitre lui a refusé un but injuste et ne s'est rien passé. Le Mouloudia d'Alger a égalisé dans toutes les dernières secondes avant. L'USMA a perdu chez elle. Ils ont applaudi. Voilà, il n'y a pas... il faut dire aussi qu'il n'y a pas une autre façon. Aussi, là, il n'y a pas une autre façon, un autre comportement quand on est joueur professionnel. Sur le terrain, on n'est pas obligé de se disputer avec un coéquipier ou avec un adversaire. Parce que non, mais ce que veut dire Haj, c'est que les joueurs étaient otages de la situation. Finalement, c'est des joueurs qui se connaissent. Sur le match l'Arba'a-CRB, il y a eu préméditation, c'est clair. C'est-à-dire que c'est voulu que ça... quelque part, c'était voulu. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, juste on va sortir des gradins et on va revenir sur l'ère de jeu. Et pour parler du champion, moi je dis champion d'hiver, champion d'automne, peu importe l'appellation, c'est vraiment un titre honorifique. Champion symbolique, même si celui qui a pris une longueur d'avance, et la première question, je vais d'abord la poser à Saadi, est-ce que finir premier à la phase aller, ça a une importance et mathématique dans les points, et psychologique pour finir la saison et pour finir l'exercice? Est-ce que c'est important de bien finir la phase aller? Franchement, moi, j'étais en train de suivre ce débat en Europe, plutôt en France, parce qu'il y a la question qui se pose, et bien évidemment chez nous. Moi, quand j'étais sur le terrain, évidemment que c'était important. Pour moi, c'était très important, parce que c'est la preuve que mathématiquement, la moitié du chemin, tu l'as fait premier, c'est déjà la moitié du chemin. Donc ça t'évite de penser à toute forme de résultats négatifs qui peut arriver, qui peut te mettre au fond. Si tu es déjà premier à la phase aller, tu peux continuer à assurer le maintien, je dirais, ou les premières places d'une manière certaine. C'est vrai, donc, vous avez raison, parce que sur les 2 ou 3 dernières saisons, entre Sétif et l'USMA, il y a eu de super... En plus, Hajj, les derniers matchs de phase aller, si je me souviens bien, il y a 2 ou 3 ans, le dernier match de la phase aller, c'était USMA à Sétif. Et Sétif gagnait 3-2, je crois. Et en fait, on a une idée un peu de qui va jouer le championnat. Et mathématiquement aussi, quand on prend une équipe, on fait
On fait un certain nombre de calculs pour assurer le maintien, pour ceux qui jouent le maintien, pour assurer les premières places. Généralement, entre 25 et 35 points, c'est merveilleux. Chez nous, c'est comme ça qu'on termine les championnats, plutôt la phase allée. Si tu n'arrives pas à 25 points déjà à la phase allée, c'est que... C'est loin. Non, c'est loin, mais 45. c'est inquiet. Hein? 25 sur les 45. Oui. Généralement, ceux qui jouent au départ, c'est au départ, ceux qui jouent carrément le titre, c'est une obligation quelque part d'essayer de terminer champion d'hiver pour entamer la deuxième partie dans de bonnes conditions. Et ceux qui jouent les outsiders, ils sont là, ils commencent à faire des calculs pour se dire pourquoi pas, on a les qualités, les capacités d'aller titiller les soi-disant grandes cylindries qui vont jouer carrément le titre. Les prétendants. Mais les clubs qui, au départ, je peux citer Agda en désordre, Stef, Lusma, Mouloudia, JSK, c'est une obligation. Il faut terminer premier de la phase allée pour entamer la deuxième partie et réellement jouer le titre. Le quatuor. J'ai donné comme ça. Parce que quand je dis quatuor, parce que quand on imagine grand club, vraiment. Moyen. Non, quand je dis grand club dans ce championnat, grand club en titre, en moyen, en expérience, parce qu'il faut de l'expérience pour gagner un championnat. Ouais. Moi, j'ai 4 grands noms, avec tout le respect que j'ai pour les autres, comme par exemple le MCO qui a perdu de son aura depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Le MCO jouait le titre, jouait les coupes arabes, jouait les compétitions internationales. C'est plus le même MCO. La Coupe d'Algérie aussi. La Coupe d'Algérie. Alors, il y a Mouloudia, Usma, Sétif, JSK. Voilà les clubs qui jouent ça, qui jouent un titre. Et puis, il y a une passation à chaque fois. Et bon, Sétif l'a eu pendant longtemps. Ça me rappelle un peu l'Olympique Lyonnais en France. Et puis, il y a l'USMA avec l'Air Haddad qui est venu, qui a fait son apprentissage de 3 ans et qui, hop, reprend le titre. Il y a le Mouloudia, il y a quelques années, qui gagne un titre et qui reste un peu en haut de l'affiche en prenant 2 coupes d'Algérie, si je ne me trompe pas. Je parle en plusieurs années. Hein. Il a gagné, je crois, une coupe contre... si vous comptabilisez depuis 2006, oui, 2006, 2007 et 2008. Oui, je parle depuis 2006, depuis 3 coupes d'Algérie. Ce fameux boulet de canon qui, moi... Oui. Le Hadjadj. Non, avant Hadjadj, j'avais quand même... de Koulibaly. C'était en championnat. Non, c'est 3 coupes d'Algérie et un championnat en 2010. Voilà, donc ce sont les équipes qui jouent le haut du tableau. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que ce début de championnat, cette phase allée, eh bien, on a des petites surprises en haut du tableau. Franchement, Hadj. Exactement. On a du Mob, qui l'année dernière, timidement, avec le duo Rahmouni-Moussouni, venait d'arriver et se faisait tout gentiment débarquer les pauvres, alors qu'ils avaient fait quand même l'exploit de faire remonter un des plus populaires clubs de Béjaïa. On pensait qu'ils allaient jouer le maintien, voire se sauver. Et puis l'année d'après, on se disait, ils vont encore jouer le maintien. Et puis cette année, il y a une dynamique, il y a un coach, et puis on voit le Mob, 3e, 4e, 2e, 1er. On voit le Harrach. On s'est dit, après Boualem, Charef, fini le Harrach. Fini philosophie Charef. Le Harrach va jouer le maintien, va avoir des problèmes d'argent, va avoir des tribunes cassées parce que les supporters ne seront pas contents. Et Abdelkader Yaïch, eh ben, il est là. On parle de problèmes de vestiaire à Harrach, que des joueurs ne s'entendent pas avec d'autres joueurs. Et le Harrach est là, contrairement à des équipes comme l'USMA, qui ont l'expérience, qui ont le succès, qui n'ont peut-être pas digéré le succès de l'année dernière et qui ont eu du mal à se remotiver. Je ne vais pas parler du Mouloudia parce que nos internautes nous trouvent que nous en parlons beaucoup. Mais le Mouloudia, pourquoi j'en parle? Quand on regarde la Super Coupe d'Algérie en début de saison et on voit ce Mouloudia qui affronte l'USMA, on se dit... Ben voilà une équipe qui joue le titre. Qui n'a pas pensé ça, messieurs, après ce match? Qui n'a pas pensé que le Mouloudia, de Gourmi, de Qaraoui, de Charef... Même avant ce match. On s'est dit, même s'ils ne vont pas gagner le titre, ils vont jouer le titre. Vrai ou faux? Oui. Et puis, ces cartes s'embrouillent comme ça, et puis on voit des petites équipes comme le Mob, comme le Harrach. Est-ce que vous pensez que cette hiérarchie, messieurs, de la phase allée est une réalité, ou alors la vraie réalité commencera après la phase retour? Nordé. D'abord, moi, je voudrais rectifier une idée, ou plutôt remettre les choses là où elles sont, quand tu parles de départ de Moussouni ou je sais pas.
Je pense qu'il faut que les gens comprennent ce que pensent les entraîneurs. Nous ne sommes pas, je parle au nom de mes collègues avec qui je discute, contre les limogeages quand ça ne marche pas. Bon sang, il faut bien quitter la table. Mais ce qui est flagrant chez nous, ce qui est catastrophique, quand on veut faire partir un entraîneur, qu'il soit étranger, parce qu'il y a la dernière fois, j'ai dit quand il y a un étranger, on lui fait un couscous, etc., il part. Ce n'est pas tous les présidents. Moi, je connais des clubs où on a fait partir des entraîneurs étrangers. C'est comme si vous quittiez Strasbourg et vous mangez une choucroute, c'est la même chose. Non, parce que j'étais témoin de ce qui s'était passé au MOB. Le MOB va bien sans enlever en aucun cas les mérites de Amrani, mon collègue, que je félicite, mais il y a aussi des gens derrière. Ce sont des gens vraiment avertis. J'étais étonné. Écoute, laisse-moi continuer, s'il te plaît. Moi, à Béjaïa, j'étais charmé par la manière avec laquelle ils ont fait partir Moussouni et Rahmouni. Ça ne marchait pas. Ils les ont ramenés avec les fleurs, avec leurs chèques, c'est-à-dire leurs dus. Quand je parle comme ça, les gens ils se disent il faut bien qu'ils soient payés. Mais non, moi, Nordin, je ne vais pas te laisser passer ça. Laisse-moi terminer ma phrase. Moi, je veux arriver comment je suis parti de la GSMB, de M. Tiab, etc. Mais non, mais je vais te laisser monter au ciel. Il n'a même pas eu le courage de me voir, de m'appeler. Pourquoi tu parles que de chèque? Mais peut-être que mais pour un coach, peut-être que le chèque ne suffit pas. Peut-être que les deux gars, ils avaient envie de continuer le challenge. Écoute-moi. Il n'y a pas que le chèque qui compte. Ils avaient envie de continuer l'aventure. Oui, mais tu continues. Pardon, tu continues l'aventure quand tu peux ramer. Mais si tu es sur le désert, tu ne peux pas monter une flouka, non? Et comment ça? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des entraîneurs qui veulent s'accrocher. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut avoir de la dignité. Maintenant, on a dit la dernière fois, combien de matchs? Moi, je travaille chez un club qui me fait confiance. On a parlé de Charef. Il a trouvé M. Laïb qui lui a fait confiance. Il a perdu 4 matchs consécutifs. Il l'a laissé. Eh bien, ce n'était pas le cas au Mouloudia. Voilà ce que je veux dire. Ça dépend de l'employeur. Mais le départ, s'il doit se faire, il doit se faire. Mais il doit se faire dans la dignité. Moi, je te dis, on m'a demandé de partir. Rajraj, secrétaire de manager ou je ne sais pas quoi, j'en parle avec passion parce que j'ai eu mal dans ma dignité. 34 ans de métier, ou ça faisait 33 ans de métier, je n'ai jamais été traité comme ça. Tu parles de Rajraj Je parle de Rajraj que maintenant qui est à l'USMA. De Béjaïa. De Béjaïa. Mais bon, à l'USMA, j'espère qu'il n'a pas la même autorité. Qui m'appelle et me dit on veut te sauvegarder, je ne sais pas quoi, les supporters, comment ça, une vingtaine de supporters, je l'ai souvent dit. Je vous laisse finir parce qu'on sort du sujet. Hein. Non, moi je laisse juste finir. Moi je rejoins ton idée. Le sujet c'était, pourquoi j'ai parlé du MOB, j'ai dit parce que tu m'as arrêté. Le MOB, je dis que le changement, la preuve, ils sont bien, parfois il est salutaire. Positif. Il est salutaire. Il est salutaire. Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, on a compris. Il fallait changer et le résultat est là. Le MOB est en haut du tableau. Voilà. La question que je pose, MOB, le Harrach, le Elma, qui séduit depuis plusieurs années sans vraiment confirmer, même s'ils sont en Champions League cette saison, est-ce qu'on peut espérer par exemple, je prends toujours l'exemple de championnats comme par exemple l'Espagne ou maintenant la France, où en France il n'y a que le PSG qui peut gagner le championnat, ou peut-être à un degré moindre Monaco à cause de l'argent. Marseille, cette année, essaye de faire changer un petit peu la logique financière, la donne des choses. En Espagne, Barça, Real, Barça. La hiérarchie a été bousculée au niveau du championnat national. De la phase aller. De la phase aller. Et la hiérarchie, normalement, devrait retrouver son standing, sa place, à la fin du parcours. Je m'explique. Lorsqu'il y a des équipes de grosses cylindrées, en faisant allusion à l'USMA, à CETIF et à la JSK notamment, Moudé se retrouve dans une situation un peu particulière cette année. Non, moi je crois je pense qu'ils peuvent remonter. C'est possible qu'ils remontent. Mais lorsque vous avez des équipes comme ça, c'est par rapport à la qualité de leur effectif. Si on parle de quelque chose qui va durer, c'est par rapport à ce que vous avez sur le banc. Il y a des équipes comme l'Ulma ou Al-Habbam Al-Harrach
où le banc n'est pas suffisamment pourvu qu'au niveau de l'USMA. Pour tenir la route. Pour tenir la route jusqu'au bout. On a eu un exemple frappant il y a 3 ans ou 4 ans avec le MC Saïda, qui caracolait en tête au début et qui s'est retrouvé en fin de parcours relégué. Vous avez des pétards comme ça, mais ça ne dure pas. Maintenant, le nivellement qu'il y a eu, ça fait un nivellement par le bas. D'où la présence d'équipes non pourvues de moyens exceptionnels qui sont au début du championnat et une équipe aux gros moyens comme le Mouloudia se retrouver en bas. Maintenant, sur le plan mathématique, c'est bien de se retrouver en tête. Un champion d'automne ou de champion honorifique, c'est bien. Mais le véritable champion, on le verra à la fin de saison parce que d'ici là, il faudra avoir du souffle et tout dépendra de la préparation qu'ils vont faire dans l'intersaison. Est-ce qu'il n'y aura pas de blessure, il n'y aura pas de suspension? Il y a beaucoup de paramètres qui justifient la présence d'un champion. En fait, on peut se poser des questions pour le Harrach s'ils se terminent champion d'automne, s'ils ont le souffle. Mais s'il y a une équipe aux moyens assez forts et qui termine champion d'automne, ça veut dire qu'elle a cumulé suffisamment, comme disait Nordine, suffisamment de points pour pouvoir continuer et elle a l'effectif qu'il faut. Voilà. Vous parliez de stabilité d'effectif. J'ai rarement vu en Algérie un effectif. Je sais pas, je vais vous donner un exemple très simple. Même si vous n'aimez pas qu'on compare avec les meilleurs, moi je compare avec les meilleurs parce qu'il y a des normes. Je ne veux pas dire qu'on va appliquer les mêmes normes. Nous n'avons ni la même réalité, ni les mêmes conditions, ni les mêmes moyens, ni la même philosophie. Mais une équipe qui marche, je parle au coach, je parle stabilité. Nordine Saadi, exemple, est entraîneur du Mouloudia, ou de la JSK, ou de l'USMA, ou de Sétif, peu importe, une grosse cylindrée. Il choisit les joueurs. OK, vous signez un contrat, même si ceux qui signent des contrats de 3 ans se font virer au bout de 10 matchs, donc il vaut mieux que vous ne signiez pas des contrats de 3 ans. Il choisit une équipe. Il joue avec, il fait un bon championnat. Il ne termine pas champion, il termine 2e, 3e, mais il fait un bon championnat. L'année d'après, il garde son équipe. Le coach reste le même. C'est la même équipe. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on manque d'un arrière droit, on ramène un meilleur parce qu'on a un peu d'argent. Saadi dit, moi, j'ai pas de problème, j'ai 2 nouveaux qui arrivent et je sais que c'est sa philosophie. Je veux un grand numéro 10, vous me le payez. J'ai besoin d'un latéral gauche. Si je me trompe, tu me corriges. Et on garde la même équipe. Moi, par exemple, quand je vois le Real, chaque année, ils font un gros coup marketing. Ils ramènent Bale une saison, ils ont ramené Zidane une saison, ils ont fait une énorme tapage pour Cristiano, mais ils ne changent pas l'équipe. L'équipe, elle est là. Elle a une structure, elle est là sur 4 ans, sur 5 ans. Est-ce qu'une équipe en Algérie peut garder une ossature, une équipe qui sait jouer ensemble? Je me rappelle de l'USMA 2001, 2002, 2003, 2004. C'est ce que fait l'USMA actuellement. Mais ce ne confond pas les équipes. Nordine, est-ce que c'est une bonne façon d'avoir une équipe qui devient de plus en plus forte au fil des saisons? D'abord, il y a un point qu'il faut comprendre, c'est celui quand on parle de stabilité. La plupart du temps, les gens pensent à la stabilité de l'entraîneur. C'est-à-dire, c'est très bien qu'il y ait un entraîneur qui est stabilisé dans son poste. Mais le pourcentage qui apporte le mieux en résultat positif, c'est la stabilité du club en général, y compris les dirigeants. Quand il y a une stabilité de l'effectif, quand il y a une stabilité des dirigeants, même si l'entraîneur change, c'est demi-mal. Mais chez nous, parfois, il y a une déstabilisation complète. On change de président chaque année. Qui saute. C'est les joueurs qui changent et évidemment, c'est l'entraîneur qui part. C'est presque pas le même club, quoi. C'est pas la même chose, voilà. Et chez nous, parfois, la touche de l'entraîneur est plus importante qu'ailleurs. On a parlé des effectifs. Je pense que l'effectif du MOB n'a pas beaucoup changé. La première année où Amrani a assuré le maintien. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec ce qu'il avait trouvé. Après, en fonction des moyens du club, ils sont tombés sur deux bons Africains, je pense. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais il connaît l'équipe. Vous prenez l'Elma. L'Elma, ils sont passés d'un palier comme celui que j'ai connu à Sétif avant que j'arrive. Ils étaient heureux d'accéder. Tout le temps, c'est accession, relégation, accession, relégation. L'Alma, depuis quelques années, ils ont fait comme Sétif depuis longtemps. C'est-à-dire, ils ne connaissent plus la D2. Donc, c'est déjà une stabilité de fonctionnement. Ça commence maintenant, au niveau des bureaux aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est
Et le budget n'est pas le même. L'US Mal peut se permettre, le Mouloudia peut se permettre, peut-être le CSC avec maintenant Tassili, mais est-ce que les clubs comme l'Elma qui ont fait du bon travail, je parle des dirigeants, et le MOB aussi qui font du bon travail, est-ce que le budget va suivre? Est-ce que Blida, s'il accède, va avoir les potentialités que quand... Vous me tendez, je suis obligé, 40 minutes déjà pour cette première partie. Je pense que quand il y a une crise de grosse cylindrée comme on a... Il y a toujours des équipes qui émergent parce que la nature a horreur du vide. Et les équipes qui émergent, ce sont les équipes qui ont le plus de stabilité possible. Al-Harraj, c'est vrai comme l'a dit Saadi, il ne faut pas oublier aussi que c'est le même président depuis des années. Et c'est le président qu'on a reçu hier sur l'effectif, voilà, qui stabilise l'effectif et qui fait confiance aux entraîneurs. On a beaucoup dit après le départ de Boualem Sharaf, finalement rien n'a changé ou presque. Même Yaïch a mal commencé la saison, pourtant la confiance est restée. L'Alma, c'est pratiquement les mêmes joueurs qui jouent. C'est de jeunes joueurs. Ils sont amis dans la vie, même philosophie, même façon de jouer. Alors, rapidement, Mohamed, une dernière réponse sur ce sujet. Moi, je pense que si on veut une stabilité, il faudrait vraiment être baraqué financièrement. Ce que fait l'USM Alger actuellement, ce que faisait l'Entente Sétif avant l'arrivée des Haddad à l'USM Alger, et éviter une certaine saignée. Par exemple, je vous donne l'exemple, l'USM Al-Harraj, dès l'arrivée dès l'arrivée de Sonatrach, Sharaf avait pris tous les cadres et avait pris aussi de Sétif. Donc quelque part, ça, on va dire sur papier, ça a fragilisé l'entente de Sétif. Mais là, ce que fait l'USMA, c'est une réelle stabilité. On n'a pas changé d'effectif. Ouais, c'est ce que faisait un peu Berlusconi dans ses années dorées. À chaque fois qu'il perdait contre une équipe, il recrutait. Mais je pense réellement sur cette phase, une équipe à remercier, à féliciter vraiment, c'est le Mouloudia de Béjaïa qui a fait le mob de Béjaïa, El Harraj, une petite. Non, Nordine, le temps passe trop vite. Vous avez parlé de Blida. Eh ben justement, on va parler de Blida dans la troisième et dernière partie rapidement. On est à 45 minutes, c'est bientôt la pub. L'USMB, bien placé sous le chapiteau. Le chapiteau, c'est bien sûr la Ligue 2. Et le chapiteau, c'est un clin d'œil au cirque qui est juste à côté de Stade Chaker. Ça me rappelle un petit sonore d'un supporter de Blida qui disait « Pourquoi vous n'avez pas joué à Chaker ?» Il lui a dit « Non, c'était un petit peu drôle. Blida donc, qui passe au forceps à Médéa. On a vu le sonore du président de Médéa qui était lui hors de lui. Contre Abd Sharaf. Pour lui, le but n'était pas valable. Est-ce que vous voyez Blida, qui a été sorti la semaine dernière de la Coupe, filer droit vers la Ligue 1 et revenir à la Ligue 1? C'est l'objectif très difficile. C'est un objectif du club. Et puis, je ne pense pas qu'on peut faire un objectif parlant de la Coupe d'Algérie, Riyad. Non, je ne parle pas de coupe, je parle du championnat. Non, justement, l'USM Blida, je pense que cette année, ils vont jouer carrément pour accéder en Ligue 1 professionnelle l'année prochaine. Ils le font chaque année. Non, cette année, c'est un peu plus quand même, parce qu'ils ont gardé... La Division 2, ce n'est pas une sinécure, c'est pas facile. Exactement. Division 2, c'est très difficile d'accéder. C'est le purgatoire. C'est le purgatoire. Il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer pour la montée. Rappelez-vous seulement Médéa l'année dernière. Comment qu'elle a terminé? Non, mais à un certain moment, elle était au creux de la vague. Ils ont repris du terrain. Mais là, la différence, c'est que vous gagnez un match, vous êtes parmi les premiers. 2-3 matchs consécutifs, vous êtes parmi les premiers. Regardez Saïda, comment ils ont commencé. Et puis ils ont changé de président. Zaïm est parti. Oui, Zaïm est parti. C'est Duiden, je crois, qui est président. Oui, Zaïm est parti. Il a vendu ses actions, il n'en pouvait plus. Mais la politique de Zaïm n'a pas donné ses fruits aussi, hein, il faut le dire. Maintenant, ça a changé. Il y a un autre état d'esprit, il y a une mobilisation un peu plus grande. Et les résultats, quand ils viennent, naturellement, vous avez l'afflux des supporters. Regardez ce qui s'est passé à Saïda, parce que Medaoui risque de payer les pots cassés. S'il n'a pas déjà... Non, attendez. Vous avez beaucoup d'équipes qui postulent à l'accession. Vous avez Tlemcen, Saïda, Blida, Médéa, Kaba, l'USAouia, etc. La plupart, ils ont tous joué en Ligue 1. Voilà, et qui postulent à retrouver parmi le trio qui va... Non, parlons de Blida, ça fait des années qu'ils sont en train de se chercher, voilà, pour être parmi les 3 prétendants. Même les supporters ont imputé ça à Zaïm, s'ils l'ont poussé à
à la sortie presque, hein, parce qu'il voulait vraiment un changement radical pour revenir. Et c'est peut-être pour ça qu'il a mis les clés sur la Moi, porte. je pense que c'est prématuré de parler d'accession maintenant. On parle d'un prétendant, pas d'un prétendant. C'est une question d'expérience aussi. C'est-à-dire, quand je dis expérience, l'expérience des joueurs, mais aussi Soyez honnête, de coulisses l'expérience, aussi. oui, Et de l'expérience des coulisses responsables. Bien sûr, des coulisses. Quand je vois le président de Médéa dire tout ce qu'il a dit sur tout le bien qu'il pensait de l'entraîneur Abid Sharif. De l'arbitre. Ça veut dire de l'arbitre. Ça veut dire qu'il ne croit pas à la compète. Oui, ça joue ailleurs. lui, il croit pas. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment raison? Est-ce que ça se passe exactement de cette manière? Je ne peux pas répondre, parce qu'on a focalisé sur un petit peu le sommet de cette journée, c'était Médéa Blida. Alors, et que dire des autres matchs? Par exemple, pour ne pas le citer, le président de Chaouia a dit encore pire que ça. Il a dit plein de choses, le président. Oui, il dit plein de choses. Il dit carrément... C'est le doyen, je pense. Il connaît très bien les rouages. Ça fait rire Lord Desani. Vous avez des anecdotes avec lui, prenez note, vous nous raconterez dans le dessin. Je suis obligé de vous couper. Il y a quelque chose qui est sacré chez nous, c'est comme la FIFA. C'est le fric, c'est très important. C'est la passe pub, mesdames, messieurs. On revient juste après pour le face-à-face. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face Foot, où même pendant la pub, le débat ne s'arrête jamais. D'ailleurs, je ne peux jamais les arrêter. Ils parlent tout le temps. Cette fois-ci, ils auront l'occasion de parler, de débattre du deuxième sujet, puisqu'on en a fini avec la première partie, la Newsweek. Place à la deuxième partie de l'émission, le face-à-face. Dans la foulée du comité exécutif de la Fédération internationale de football, la FIFA, qui se tenait vendredi 19 décembre à Marrakech, son président, Sepp Blatter, a annoncé que le rapport Garcia sur l'attribution des mondiaux 2018 à la Russie et de 2022 au Qatar serait finalement publié sous une forme appropriée. Des enquêtes internes à la FIFA sont en cours contre plusieurs personnes soupçonnées de comportements douteux dans le cadre de l'attribution des mondiaux de 2018 et de 2022. Comportements que l'instance a cependant jugés marginaux et donc pas de nature à remettre en cause l'ensemble du processus. L'expression « sous une forme appropriée » laisse supposer que la FIFA ne publiera pas l'intégralité du rapport Garcia, comme son auteur surnommé l'incorruptible le réclame à corps et à cri. Dans son rapport, Michael Garcia met en lumière de nombreux éléments qui remettent en question l'intégrité de plusieurs personnalités de la FIFA au sein de ces processus d'attribution. Auteur d'un rapport de 400 pages au terme d'un travail de fourmi, Michael Garcia, surnommé le shérif de Wall Street, fulmine surtout contre la synthèse de son enquête publiée il y a quelques semaines par le président de la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA, l'Allemand Hans-Joachim Ecker. Alors que ce dernier ne voit aucune raison de remettre en cause le processus de désignation de la Russie et du Qatar, Garcia, en désaccord, a fustigé l'omission de pièces et réclamé la publication intégrale de son travail, remis début septembre. Le rapport intégral élaboré par une équipe de 5 enquêteurs identifie des problèmes sérieux et de grande envergure dans le processus de candidature et de sélection. Des 2 Coupes du Monde, s'est insurgé Garcia en annonçant sa démission. Aucune commission de gouvernance indépendante, aucun enquêteur ne peut changer la culture d'une organisation comme la FIFA, avait regretté Garcia, qui a finalement jeté l'éponge et donné sa démission mercredi dernier. Une lecture des faits que Blatter a confirmé vendredi en rétorquant qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un séisme pour retirer le mondial 2022 au Qatar. Une synthèse de ce rapport sera publiée, certainement, mais avec des conclusions pour le moins édulcoré.
Après, je sais, c'est un peu fort de Footfather, de Godfather, une analogie avec le para, mais c'est vrai que le big boss du football mondial ne laissera personne venir déroger à ces deux désignations. Ça ferait trop scandale, il a même déclaré. Il faudrait un séisme, et encore, pour que les désignations changent. Mais quand on voit cet incorruptible, c'est pour ça qu'on a mis un peu la musique des incorruptibles de... c'était Brian De Palma, je crois. Elliot Ness. Elliot Ness, voilà. Qui a tout fait pour faire tomber Al Capone. Garcia, lui, n'a pas fait tomber Blatter dans ses organisations. Mais quand on se pose ce genre de questions, la démission de Garcia, cette annonce du rapport qui sera divulgué, mais édulcoré un peu, est-ce qu'on n'est pas ce soir en position de nous poser certaines questions? Messieurs, des journalistes d'abord. Oui, on se pose beaucoup de questions même. En fait, c'est un peu les deux dernières désignations qui ont fait couler beaucoup d'encre. C'est la désignation du Qatar et de la Russie. Mais en réalité, la FIFA a toujours beaucoup de casseroles derrière elle. C'est pas la première fois. Ça commence déjà par les désignations au sein même de cette FIFA, c'est-à-dire au sein du comité exécutif de la FIFA. Franchement, on peut retrouver de tout et des hommes inamovibles qui restent pendant 15-20 ans au sein de ce comité exécutif, des personnes qui ne changent pas, des personnes qui représentent de drôles de pays où parfois il n'y a même pas le football, mais qui peuvent servir autrement que par exemple lever sa main au bon moment et dérouiller au bon moment. La FIFA aujourd'hui est peut-être la première organisation supranationale qui ne dépend d'aucun organisme international. La FIFA ne dépend pas de l'ONU, par exemple, ou du quelconque... aussi puissante, voire plus que certains États. C'est une organisation très forte où se déroulent de drôles de feuilletons, de drôles de batailles, des batailles économiques et politiques. Blatter, par exemple, est le représentant, avant tout, et les gens l'oublient, de l'industrie suisse, de l'horlogerie suisse. Les autres aussi sont là pour garantir le droit de certaines multinationales sponsors de la FIFA et aussi de certains pays puissants. Dans ces désignations, bien sûr, il y a eu à boire et à manger, on a dit beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un sous-entendu politique, que ce soit pour le Qatar ou la Russie. Ce sont deux pays qui jouent des rôles politiques dans leur région. On a vu ce qui se passe au Proche-Orient, tout ce qui est en train de se passer comme révolution dite de printemps arabe. Et aussi, on dit que le laboratoire se trouve au Qatar. Voilà, le Qatar est derrière, je ne dirais pas derrière tout ça, mais il a une part de responsabilité. Il y a aussi le rôle de la Russie dans sa région et avec la crise de l'Ukraine. Et même, on parle même d'un retour d'une guerre froide avec le monde occidental. Donc tout ça a fait que les choses ont été un petit peu divulguées à un moment donné de l'histoire politique de ce monde. Mais la FIFA reste quand même une organisation assez puissante pour se couvrir, pour se protéger. Et elle a des alliés aussi pour la protéger. Voilà. Et on a vu comment le rapport Garcia, certains dit aussi Elliot Ness, parce qu'il est paraît-il incorruptible, un ancien du FBI, je crois. Exactement. Comment ce rapport a été mis a été un petit peu cassé. Parce qu'il divulgue, peut-être qu'il est allé encore plus loin que ce qu'on lui a demandé. Moi, j'ai peur que, à la fin, il y aura, c'est clair que des têtes vont tomber. Moi, je pense ça sera du menez-fretin, parce que, on commence déjà à citer des Africains, c'est toujours comme ça. La chair à canon. Voilà, c'est la chair à canon. Comme les Sénégalais. Mais tout le reste ne va pas changer.
les Coupes du Monde seront effectivement maintenues au Je vous laisse la Qatar parole, aussi. mais je voulais juste vous donner une information qu'on a pu lire notamment sur le journal El Botola, signé par François Quivoron, qui dit que même la Suisse, eh bien, elle est gênée par justement ces suspicions de corruption. Et le Parlement suisse a voté une loi anticorruption qui vise particulièrement la FIFA et son président Sepp Blatter. C'est une loi, la FIFA qui a son siège depuis 1915 en Suisse. Eh bien, cette loi qui porte la loi de son député, Roland Buchel, est une loi adoptée par le Parlement suisse afin de lutter contre le blanchiment d'argent. Et ce texte est même affublé du surnom d'ex-FIFA ou loi FIFA. C'est vous dire que même la Suisse, qui était gênée par ces comptes, souvenez-vous à l'époque, ces comptes codés où on pouvait cacher de l'argent blanchi, et maintenant c'est devenu des comptes où on peut divulguer les propriétaires, et bien là aussi, elle commence à être gênée par ce genre de phénomène. Que la FIFA, elle-même avait déposé au début de mois de novembre, avait déposé plainte contre quelques membres de la FIFA, après avoir soupçonné quelques membres. Et un mois plus tard, le début du mois de décembre, le Parlement suisse a adopté une loi pour surveiller, plus spécialement, comme dit l'article, pour surveiller les finances de la FIFA. Et pour moi, cette affaire de Garcia, je dirais qu'elle ressemble un peu au livre, au David Chicotte. C'est une histoire très, très compliquée. Et je ne crois pas que, à Diane faire tout à l'heure, que Garcia est allé plus fort. Je ne crois pas, parce qu'il a fait juste son boulot. Quand il a été appelé pour travailler au sein de la FIFA. Quand il a fait une enquête, il a vu que c'était pourri et il a fait l'affaire rapport. Lui, quand il a été sollicité par la FIFA, c'était pur et simple, faire son enquête. Et Garcia est connu. Vous l'appelez le shérif aux États-Unis, on l'appelle le shérif de Wall Street. Mais en Suisse, on l'appelle Monsieur Propre. Et l'incorruptible. Il est le président indépendant de la chambre d'enquête de la commission d'éthique de la FIFA. Où il a démissionné mercredi dernier. Et il a démissionné. Et là, en contrepartie, il y a l'autre, il y a Joachim Eckert. Alors, c'est un procureur procureur fédéral des États-Unis, qui est Garcia, contre l'Allemand Eckert, qui est dans le même domaine, mais qui est dans la chambre des réglementations de la commission d'éthique. Alors, ce que Garcia n'a pas apprécié, parce que là, un rapport de 2 ans, ça travaille de longue haleine. Et tout a commencé à cogiter dans sa tête depuis le 2 décembre 2010. La date où les 2 noms ont été dévoilés. On parle beaucoup du Qatar, c'est vrai, mais on oublie carrément la Russie. Donc là, le travail a commencé. Et pendant 2 ans, et a fait un travail minutieux, on l'a entendu sur le papier qu'on vient de faire, de la rédaction de Zed, il a fait un travail pendant 2 ans pour rassembler tous les éléments, pour inculper les gens qu'on devrait inculper dans ces 2 désignations. Alors lui, ce qu'il n'a pas aimé, et déjà, le président Sepp Blatter l'a déclaré vendredi. Ok, d'accord, on vous dévoile le rapport, mais d'une façon appropriée. Qui veut dire... Il a dit, on va divulguer le rapport dans son intégralité, mais d'une façon appropriée. D'une façon appropriée, je vais vous dire, ça sera une synthèse. La synthèse a déjà été faite par Eckert. Et lui, ce qu'il n'a pas aimé dans cette synthèse, l'omission du plus gros de son travail. Il y avait des enquêtes qui n'ont pas été publiées. Et donc voilà, c'est pour cela qu'il a démissionné. Donc pendant 2 ans, avec 5 enquêteurs, il a fait un travail colossal pour finalement, son travail va finir à la poubelle si la FIFA ne dévoile pas son travail. Moi, je voudrais tout simplement dire qu'il faut tenir compte de l'importance de cette organisation. J'ai bien dit organisation. La FIFA... Attention à ce que vous dites. La gestion par la musique. Non, la gestion... La musique du oui, je parle de l'organisation parce que c'est une véritable organisation. Ce n'est pas... Ça me rappelle un petit peu l'organisation qu'il y a au Vatican. On ne touchera jamais... Le Vatican, c'est en Italie, c'est ça? Oui, le Vatican, bien sûr. À la gestion du Vatican, de toutes les affaires du Vatican. C'est tellement structuré à l'intérieur que tout est dilué au niveau de cette gestion que personne ne pourra trouver quoi que ce soit sur une autre personne. On va trouver des brebis galeuses qu'on va sacrifier. Généralement, ça va être les représentants africains qui ont été touchés, peut-être. Si on va au bout de leur logique, mais on ne troublera jamais l'ordre établi qu'il y a au niveau de cette organisation. Il ne faut pas oublier que la FIFA est trop puissante. Elle est plus puissante que l'ONU. L'ONU ne peut pas faire exécuter toutes les décisions qu'il prend. La FIFA exécute toutes les décisions.
Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il y a une organisation, il y a des gens derrière, il y a des multinationales derrière, il y a trop d'intérêts en jeu dans cette organisation, à la limite mafieuse, parce que les comptes ne sont pas toujours les bons comptes et les mauvais comptes sont toujours les bons comptes. Alors donc, c'est très difficile de perturber un ordre établi. N'oubliez pas que ce bonhomme, qui est à la tête, qu'on surnomme le père du football mondial, il a combien de mandats déjà? Et il a travaillé avec Joe Avalanche, qui n'était pas n'importe qui à l'époque aussi. Au moment où il y avait Joe Avalanche, il y avait des affaires scabreuses comme ça. Mais jamais quelque chose n'a été divulgué. Regardez aussi le CIO. Le CIO, on a sanctionné certains membres du CIO qui avaient attribué les Jeux Olympiques. Ça, c'est toujours passé de la même manière, aussi bien au niveau de la FIFA qu'au niveau du CIO. Il y a des ramifications. Mais pour que les gens comprennent un petit peu, expliquez l'intérêt pour une nation d'organiser un événement sportif comme celui de la Coupe du Monde. Parce qu'après les Jeux, il faut le savoir, Nordin, après les Jeux Olympiques, l'événement sportif le plus important de la planète, celui qui a des retombées économiques les plus importantes, c'est une phase finale de Coupe du Monde de football. C'est énorme. Mais il y a trop sur le plan économique, sur le plan des retombées économiques, c'est quelque chose de l'image. De l'image du pays et des retombées économiques. N'oubliez pas qu'une Coupe du Monde, c'est comme le font actuellement, vous avez dû remarquer avec le mondial de l'Afrique du Sud et du Brésil, où les équipes transitent d'une ville à une ville pour faire nourrir toutes les villes, pour que toutes les villes aient des retombées économiques, sur le plan touristique, sur le plan économique, naturellement. Donc il y a trop d'intérêt en jeu, il y a du travail, il y a des emplois directs, des emplois indirects, etc. Et les retombées financières... Ça va faire du bien en rouble russe. Hein, naturellement, maintenant qu'il est au bas de... Mais d'ici 2018, il y aura beaucoup d'eau coulera sous les ponts du... On parle de la tutelle, la FIFA. Qu'est-ce qu'il y en a dans d'autres fédérations au niveau des... Mais ça se passe comme ça aussi. Au niveau des pays. La fédération de handball, ça se passe comme ça. La fédération de basket, ça se passe comme ça. N'oubliez pas qu'il y a bien trop d'intérêts. Il y a beaucoup de multinationales. Les gros sponsors de la FIFA sont connus. Et c'est tout le temps eux. Qui a donné les Jeux Olympiques aux États-Unis, à Los Angeles? Qui les a donnés à les deuxièmes... à Atlanta. Atlanta. Il y a le siège d'une grande multinationale à Atlanta. Voilà. C'est une boisson où il y a des bulles et c'est tout noir. Techniquement parlant, on parle du Qatar. Qui vont organiser la Coupe du Monde 2022. En parlant techniquement, est-ce que les nations qui vont participer à cette Coupe du Monde, vu le pays comme il est, à cette période, est-ce que réellement on va avoir une Coupe du Monde digne de ce nom? Sur le plan infrastructurel. Parce qu'on a parlé, on a parlé à certains moments de changement. Le Qatar n'a rien envié à aucun pays au monde. D'accord. Mais à certains moments, le problème, c'est seulement le problème climatique, du temps qui fera si jamais la Coupe du Monde se jouera au mois de juin. C'est très important. Mais ça va pas jouer au mois de juin, ça va jouer en hiver. Rassurez-vous, il y aura une belle Coupe du Monde qui va avoir des retombées extraordinaires pour le pays. Ça sera une première déjà, Jamel. Il y a d'autres pays qui n'ont pas accepté. Ils vont accepter, c'est la FIFA qui décide. L'Angleterre était choquée. Non, je vais poser la question à Nordin Saidi qui ne sont pas du tout concernés par le sujet. Est-ce que vous avez vu les tirages au sort à l'époque, en 2010? Qu'est-ce que vous avez pensé quand la Russie est sortie? Et qu'est-ce que vous avez pensé quand le Qatar est sorti? Sincèrement, franchement. Moi, la Russie, ça ne me choque pas vraiment. Aussi. Tu m'as posé la question, j'allais dire la même chose. Ça ne m'a pas choqué de voir la Russie. Mais ça m'a choqué de voir le Qatar. Très franchement, ce n'est pas un pays, à mon avis, apte. C'est vrai que sur le plan infrastructurel, ils peuvent faire tout. Ils ont pris la Formule 1 là-bas, les tournois de tennis, etc. Mais que tu le veuilles ou pas, l'ambiance autour ne peut pas être la même. Parce qu'on ne peut pas vivre normalement, disons, dehors, comme dans un pays où il fait bon sur le plan du climat. Donc, moi, je suis du côté de Garcia. Quelque part, il a raison. Nordin, c'est vrai que ça sera un peu difficile d'organiser un mondial au Qatar, surtout de par la religion.
Parce que si on organise un mondial Ça n'a rien à voir. au Qatar, Ça n'a rien à voir ici. si on organise au Qatar, il y aura des supporters qui viendront d'Italie, d'Angleterre et de partout d'Amérique du Sud. Est-ce que les Qataris seront prêts à voir des gens en train de boire, par exemple, de l'alcool dans la rue? Il faut se poser cette question. Et là, moi, je crois, ok, que l'instance, la FIFA... On peut se poser la question. La FIFA est solide, ok. Mais Blatter, lui, il va briguer son 5e mandat en mai 2015. Et il s'est mis beaucoup de gens derrière son dos. J'en citerai. Ferradi, il a déjà plein de casseroles. Son prochain mandat, il va passer comme une lettre à la porte. À la poste. Bah, on verra d'ici mai. À la poste, à la poste. Non, à la poste. Ben, on verra d'ici mai l'élection. On verra d'ici mai l'élection. Parce qu'il y a l'autre candidat, le français, Jérôme Champagne, qui s'en mêle dans cette histoire. Jérôme Champagne prendra son champagne. Pour fêter la réélection de Blatter. Et tu parles du Qatar et de champagne, alors là, c'est sûr qu'il ne va pas passer. Il votera pour Blatter. Et pour parler de Platini, quelque part aussi, parce qu'en entendant dans les couloirs de la FIFA, en entendant Platini est contre l'organisation au Qatar. À un certain moment, il était contre. Mais là, ça fait un bon moment. Non, il est contre, il est toujours. On n'a plus entendu parler de Platini. Parce que comme pour la CAF, on lui a dit sous-sème un peu, parce que bon, il est un peu sorti de... Il était peut-être contre, mais il ne faut pas oublier que son pays a tout fait pour que le Qatar ait la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. Oui, il y a même la promotion de Zidane. Non, il y a eu beaucoup d'intérêts qui convergent sur le plan politique, sur le plan économique, pour avoir donné on ne l'a pas donné comme ça, l'attribution au Qatar. C'est pas fait sur un coup de tête ou sur un marchandage. Je vais vous donner une petite métaphore, messieurs. Parce que si on a voulu marchander... Et je m'en excuse. On a l'impression, on a l'impression, on peut être... Allez, on est très naïf. Je suis quelqu'un d'extrêmement naïf. La FIFA, qui organise des Coupes du Monde en Allemagne, en Italie, au Brésil, en Afrique du Sud, même si c'est le premier pays africain, c'est un grand pays d'Afrique, c'est le plus grand pays d'Afrique, c'est un pays de sport. Le rugby a été champion du monde, c'est une grande nation. Et ils ont les infrastructures. Il y a une logique dans ce choix. Et puis il y a cette volonté d'inclure l'Afrique, le parent pauvre du football mondial qui a tant donné au football mondial. Mais quand on voit le Qatar, par exemple, acquérir une Coupe du Monde, on peut se poser la question de l'argent. Parce que, à part l'argent, qu'est-ce que le Qatar a à offrir d'autre ? Peut offrir d'autres. C'est exactement comme une très jolie demoiselle de 18 ans qui vient d'éclore et qui épouse un milliardaire de 90 ans. Quelle autre raison peut-on se dire de cet amour si ce n'est l'amour de l'argent? Quelle autre question pourrait-on se poser? C'est exactement le même état de figure. Qu'a proposé le Qatar pour séduire la FIFA? Mais Riyad, je veux une réponse dans le dessin. الدراهم يديروا الطريق في البحر. Et ben c'est ça. Est-ce que réellement Blatter et la FIFA ne savaient pas avant la candidature du Qatar qu'à cette période-là, il va faire très chaud? Je ne pense pas. Même si c'est en hiver, c'est Écoutez, je répète, on n'a pas donné l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar pour un simple coup de tête. Ça a été mûrement réfléchi. Il y a de gros intérêts sur le plan politique et sur le plan économique. Ils savent pertinemment que le Qatar sera un client très solvable sur le plan de la finance et qu'il leur offrira toutes les conditions pour un bon déroulement du mondial, à l'exception du temps. Le temps, vous pensez, comme l'a dit qu'ils ne savaient pas qu'il faisait 45 degrés à l'ombre au mois de juin au Qatar? Ils le savaient. C'est pas évident de jouer. Maintenant, ils ont l'idée de faire changer la Coupe du Monde et la faire disputer en hiver. C'est possible. On a bien disputé des Coupes du Monde en hiver. En Argentine, au mois de juin, c'est l'hiver. Au Brésil, il fait... Mais c'est la même période. Mais c'est la même période, Jamal. Pardon. Juin, juillet. Juin, mais dans les conditions climatiques. On parle de calendrier. Est-ce que vous avez déjà vu une Coupe du Monde se jouer en janvier ou en février? Non, on parle de conditions climatiques. C'est possible. Pourquoi ne pas faire disputer une Coupe du Monde au mois de janvier? Les Africains... Pardon, les Africains, on ne cesse de dire pourquoi on ne la fait pas jouer au mois de juin. Et on persiste, et on signe. On l'a fait disputer au mois de janvier. Pourquoi la Coupe du Monde, la FIFA, ne va pas se dérouler au mois de janvier? Celui qui pourra trouver une réponse. Mais les autres nations ne veulent pas.
Je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'Angleterre qui s'oppose. L'Angleterre va se plier, sinon elle va se retirer. Je vais vous dire alors, Jamal, moi je rejoins ce qu'a dit Hadj concernant l'Angleterre. Il y a quelque temps, quand la polémique de ramener la Coupe du Monde de l'été à l'hiver, le président de la Fédération anglaise de football s'est exprimé sur la chaîne BBC. Il aura dit, moi pour l'or du monde, je ne laisserai pas tomber le Boxing Day pour aller jouer en Coupe du Monde en hiver. Je ne serai pas d'accord. Et moi, Boxing Day, il va le faire au mois de juin. Et moi, il va le faire où il se Non, je ne suis pas d'accord. Son Boxing Day, il va le faire. Non, mais il n'y a pas Noël en juin. Le Boxing Day, c'est les cadeaux de Noël. Je sais. Il va décaler Noël. Écoutez-moi. Non, soyons sérieux. Coupe du Monde, FIFA. C'est la FIFA qui décide. C'est pas l'Angleterre qui décide. C'est la fin du face-à-face. Je vais juste terminer sur une note. On verra. 2022, c'est encore loin. On verra. Le Qatar, malgré tout ce dont vous parlez tout à l'heure, vous avez raison. Le Qatar pourra peut-être relever ce défi qui semble impossible. Organiser une Coupe du Monde, il a le temps de construire. Je crois qu'il a 2 stades, il lui en manque 7 ou 8. Pour finir. Le Qatar sera présent. Il sera présent pour l'organisation de 2022. Je reste convaincu. Voilà. Alors, il y en a qui sont convaincus. Le Qatar a un pari à relever et il a le temps pour le relever. C'est la fin du face-à-face, messieurs. On va terminer avec la dernière partie de l'émission. Votre partie, le face à vous. Attention, le débat du face-à-face est terminé, même si après l'émission, rassurez-vous, on reste ici. Il y a les sacs de couchage, René va nous ramener des sandwichs. Et on va terminer ce débat. On va passer donc aux questions Facebook. Il y a de la pâtisserie aussi, bien évidemment. Et de l'eau minérale pour tout le monde. On va commencer par... Ah, il est là. C'est pas Trombadji, c'est Cogito Ergo Sum qui nous pose la première question. Et on va la voir. Question pour notre Capello national. Capello national, c'est certainement pas toi, Jamal Rachdi. Il veut parler, bien sûr, de notre coach Saadi. Si vous étiez aujourd'hui même à la tête du Mouloudia d'Alger, qu'auriez-vous fait pour atteindre le bout du tunnel? Monsieur Arthur, parle d'Arthur Georges, écoutez bien la réponse. Donc, il conseille à Arthur Georges d'écouter ce que vous allez dire. Notre Special One. Ouh là là, il y va, hein, Cogito. N'étant pas moins compétent que vous. Alors ça, c'est la première question. Comment on fait pour sortir du bout du tunnel? Autre question au renard des surfaces. Le renard des surfaces, c'est toi, Hadj. Assis sur votre gauche, et ils sont tous les deux sur ma gauche de toute façon, si vous étiez joueur capable, même au MCA, et Dieu sait si vous êtes capable, même à votre âge, vous êtes vieux, Dieu sait que vous êtes donc capable, qu'auriez-vous fait pour débloquer le compteur en panne? Messieurs Gourmi, Silla, Djellet et compagnie, tendez l'oreille à l'exposé magistral de ce grand monsieur au lieu de lever le pied pour saborder le travail de votre ex-coach. C'est méchant, ça. Hein? Réponse, Nordin Saadé. On fait comment pour sortir le Mouloudia du bout du tunnel? Je pense que le Mouloudia... Si vous pouvez le faire en portugais, ce serait bien. Ou un autre club, les principes sont les mêmes. C'est-à-dire il faut qu'un entraîneur ait une certaine, comment dirais-je, façon de faire là où il est. Je pense que c'est comme un journaliste, quand il a affaire, c'est le thème qui décide sa réflexion. Donc un entraîneur ne doit pas changer de manière de faire dans tel ou tel club. Moi, si j'ai été déjà, quand le Mouloudia m'a approché en 2e division, ils étaient très perturbés. J'ai exigé des 2 présidents de Saoudi la chose que j'exige quand je vais n'importe où. C'est-à-dire, les gens parlent de carte blanche, moi je dis l'autorité technique. C'est moi. Toute forme de sanction, qu'elle soit positive ou négative, vis-à-vis des joueurs, c'est moi. Est-ce qu'il vous arrive de faire un diagnostic et dire non, je ne prends pas? Je l'ai déjà fait, bien sûr. Si longtemps. Oui, mais je ne médiatise pas comme cette année. Avant les refus, je restais à l'écart, je choisissais. Mais je suis tombé, j'avais beaucoup de chance de tomber dans de grands clubs, tels que l'USMA, le Mouloudia, l'Entente, la JSK. Donc, c'était quelque part une chance de pouvoir travailler dans ces clubs. Donc, le deuxième point pour Mouloudia, c'est spécial. J'aurais fait quelque chose de spécial. J'aurais sorti les joueurs de leur environnement néfaste.
Et je l'ai fait déjà. C'est-à-dire, en un mot, j'aurais exigé le huis clos. De l'entraînement. Y compris pour la presse. De l'entraînement. Bien sûr, y compris pour la presse. Je ne les empêche pas de travailler. La presse, parce que ça m'est arrivé, les gens de la presse sont venus me dire vous nous empêchez de travailler. J'ai dit non. Vous allez voir les joueurs après. Continuez de parler, on va vous replacer le micro, c'est le direct. Hadj va répondre. Non, je vais continuer sur le troisième. Je vous redonne la parole, pas pour placer juste votre micro, comme ça tout le monde va pouvoir entendre votre réponse. Rouné va vous aider, voilà. Hadj va répondre sur les buteurs. Alors, il parle de Gourmi, de Silla, de Djerlit, vous, et je vous redonne la parole. Non, après, je le laisse. La balle, elle est chez moi. Exiger le huis clos, ce n'est pas une sanction. Ça, vraiment, je suis resté très longtemps et j'ai bénéficié énormément de l'attention dans l'entraînement et de la sérénité qui se passe. La presse perturbe les joueurs? Bien sûr, quand je dis la presse, avant, le huis clos était justement uniquement pour le public. Après, la presse, comment que c'était venu? Un jour, il y avait un joueur, je pense que c'était Djiri, qui était blessé de l'équipe nationale et qui faisait des entraînements spécifiques. Il est rentré au terrain après 50 minutes pour dire qu'est-ce que je dois faire demain. Parce qu'il était à la salle. Le lendemain, ça pouvait être la forêt ou quelque chose. Le lendemain, le titre du journal, c'était « Djiri, 50 daqiqa en retard ». Donc je me suis dit, je me suis réuni avec la presse qui ont très bien compris et on a institué ensemble le huis clos des entraînements. Mais à la fin, ils étaient libres de venir faire leur travail avec l'équipe. Le troisième point, je pense que si tu... Parce que le joueur, c'est pas un robot aussi. Il faut qu'il soit dans un état confiant pour qu'il fasse sa séance convenablement. Donc, mettre le huis clos, faire le huis clos, c'est aussi permettre aux joueurs d'être sereins et d'avoir affaire à un seul patron, c'est l'entraîneur. Concentré. Le troisième point, je pense que là où ce que je ferais, c'est, je ne sais pas moi, appliquer bien sûr un programme technique et assurer la légalité dans le groupe. Le joueur algérien, surtout, il est très sensible au fait qu'un entraîneur ne cède pas à quiconque. Pas de chouchou. Non, pas de chouchou. Quand les joueurs savent que l'entraîneur fait sa composition de l'équipe, qu'il considère les entraîneurs sur le même pied d'égalité, sauf techniquement. Mais si je dois défendre la croûte du joueur, je parle de tout le monde. Et si les joueurs sont, comment dirais-je, acceptent, plutôt voient que leur entraîneur il est réellement le chef, il va tout donner. Et c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, c'est plus facile parce que tous les joueurs sont salariés. Voilà. C'est pas parce qu'on parle du Moulga, la question elle est pour Hadj Adlan, il vous a bouffé pratiquement 20% de votre temps de parole. C'est vrai. Allez-y. Alors, qu'est-ce que vous faites si vous êtes en attaque? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un manque d'assurance, d'efficacité? C'est dans la tête? C'est un choix de joueur? Quand on lit les noms qu'il a cités, c'est des joueurs qui ont prouvé leur qualité auparavant. C'est-à-dire avant qu'ils viennent au Mouloudia. Le Mouloudia les a recrutés par rapport aux qualités qu'ils avaient. C'était des garçons qui plantaient but sur but. Là, maintenant, il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème au niveau de l'attaque. Actuellement, ça fait 6 ou 7 rencontres qu'ils n'ont pas inscrit de but. Souvent, c'est des défenseurs qui marquent, si je ne me trompe pas. Exactement. Maintenant, s'il y a un problème au niveau de l'attaque, il y a toujours de travail spécifique. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Moi, j'étais en fin de carrière, j'avais 38 ans, je crois. J'allais passer de l'autre côté de la barrière et le coach Nordin Zarafi. Passé 9 mois. Il est venu, il y avait pratiquement 7 attaquants à l'USMA à l'époque. Mais il t'a dit quoi? Pour choisir deux. Il t'a pas dit Nahitriko pour voir si tu avais grossi ou pas? Comme il me connaissait avant, il a demandé au responsable ma situation vis-à-vis du club. Quand il savait que je pouvais peut-être donner pour le club, il m'a demandé Nordin, il aime la ceinture abdominale. Pour être clair. Il m'a demandé d'enlever le maillot. Comme moi, je ne prends pas de nature beaucoup de poids, et il a jugé utile. Au contraire, j'aime le aroma Coran. Il a jugé utile que je pouvais revenir à tout moment. On s'est fait un programme avec l'entraîneur à l'époque. Salim, je crois, préparateur physique. Combien de temps?
Écoute, ça n'a pas duré, voilà, 3 semaines. Et puis la suite, là, il la connaît. Combien de buts, Nordine, combien de buts? La suite, ben, il a fait, je l'ai fait jouer, disons, 13 matchs. À domicile? C'est-à-dire comme titulaire, match complet. Les autres matchs à l'extérieur, c'était des... Disons, et il a marqué 14 buts. Phase retour? Non, enfin, surtout toute la saison. 13 matchs, 14 buts. 14 buts pour un pré-retraité. Voilà la réponse pour vous, Cogito et Hermoso. Tout ça, c'est le travail, Riyad. Hein. Alors, on va passer à la deuxième question rapidement parce qu'on est vraiment en retard. Question signée Forum officiel des usmistes.com. Voilà. Celui-là, c'est pas un supporter du MOB, ça c'est sûr. C'est lui qui le dit. Alors, s'il vous plaît, faites passer cette question. Donc, comme il m'a dit, s'il vous plaît, très gentiment, faites passer cette question, je suis obligé de la passer. Elle est signée Forum officiel Usmist. Je voudrais savoir, est-ce que Karbaj, c'est le président de la Ligue de football professionnel, qu'on salue, président de la Ligue. Est-il président de la Ligue ou du CRB? Ça, on l'a souvent dit, les présidents de clubs l'ont souvent dit, et ils l'accusent de favoritisme, etc. Comment se fait-il que, juste après les événements de l'Arba'a, le week-end dernier, on en a parlé tout à l'heure, il fait des déclarations et accuse les responsables de l'Arba'a ouvertement? Pourquoi n'a-t-il rien dit? Plus de 40 usmistes se sont fait agresser à Béjaïa. Est-ce qu'il a le droit de se prononcer avant de se réunir avec les membres de la commission de discipline de la Ligue nationale de football? Messieurs, mouillez-vous. Officiellement, il est président de la Ligue professionnelle de football. Hein. Donc il doit se mouiller lui-même d'abord. Bah, il a fait des déclarations. Il a fait des déclarations. Je crois que Karbaj fait des déclarations un peu partout. Peut-être qu'à force qui est... En fait, c'est une question d'usmiste. Hein. Oui, il défend les supporters usmistes agressés à Béjaïa. Voilà. Je pense qu'à force d'avoir de faire des déclarations et à force d'avoir de nombreux titres de télévision, maintenant on ne sait plus quand on parle ou quand on ne parle plus. Il y a tellement il y a un brouhaha qu'on n'arrive plus à se retrouver. Mais qui doit parler, qui ne doit pas parler, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Peut-être qu'il n'a pas dû avoir la même réaction le lendemain du match Béjaïa-Usma avec tous les incidents qu'il y a eu. Mais je pense qu'il a dû parler quelque part. Maintenant, il attend jusqu'à ce que la commission se réunisse. Non, il est président de la Ligue nationale. Il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il réagisse. Lorsqu'il y a un incident très grave, il ne faut pas qu'il attende la... Celui-là se pose la question. Pourquoi il n'a pas fait de déclaration après Mob Usma? Comment ça différent? Non, pardon. Là, pratiquement, les dirigeants de l'Arba'a sont cités. Dans le banc des accusés. Voilà, dans le banc des accusés. Est-ce que l'USMA reproche quoi que ce soit aux dirigeants du MOB? Non, je ne pense pas. Voilà, au contraire. Mais étant donné qu'il est le président de la Ligue professionnelle, il y a un incident qui s'est produit dans un stade. Il doit se prononcer sur tout, ça c'est clair. C'est ça ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas certain, comme l'a dit Jamal, que Karbaj ne s'est pas exprimé juste après les événements de Béjaïa. Mais publiquement, moi, je ne suis pas certain. Moi, juste après le match RCA-CRB, j'avais écouté une déclaration de Karbaj sur une chaîne de télévision privée. Il avait parlé d'homologation des stades en Algérie. Il avait bien précisé. Il leur avait dit que la majorité, pour ne pas dire tous les stades en Algérie, parce qu'une fois, même Karbaj me l'a dit, je voulais comprendre, je voulais comprendre l'état du 5 juillet. Si on appliquait la réglementation, pratiquement tous les stades ne seraient pas homologués. Tous les stades, sans exception, aucun stade en Algérie n'est homologué. C'est ce que j'avais compris dans l'intervention de Karbaj sur une chaîne privée, juste après le match. Et là, parce que je ne sais pas, parce que des fois on n'a pas homologué. Il est homologué selon les directives selon les normes algériennes. Ils ne sont pas homologables. Ces stades ne sont pas homologables. On avance avec une autre question. Encore une fois, forum officiel des usmistes. Un usmiste qui parle à un Mouloudéen. Monsieur Rachdi, puisque c'est à vous qu'il pose la question. Sans être chauvin, pensez-vous que le Mouloudien peut assurer le maintien? Et qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour sauver le soldat blessé qui est le Mouloudien? Ça me rappelle, il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Comment sauver le soldat Mouloudien? Qui est Ryan dans l'histoire? Moi, je pense que le Mouloudien a les moyens de s'en tirer, parce qu'il y a un effectif quand même assez riche. Il y a un problème de confiance qui s'est installé au niveau de cette équipe. Je pense que si les discours de Arthur Georges passent, et il semble qu'il y ait quelques signes positifs, je pense que le Mouloudien a les moyens de s'en sortir, effectivement. Oui. Les moyens de s'en sortir, on va aller encore plus vite. Nasreddin Chaïb. Alors, Dzer TV, c'est une question qui nous pose à nous. Tant que vous avez les moyens humains et logistiques, et tant que vous disposez d'un effectif professionnel compétent, merci Nordine Chaïb,
C'est à vous qui parle, hein, messieurs les caméramans. Vous ne les voyez pas, mais vous allez les voir. Walid, viens ici, comme ça les gens vont te voir. Viens dans la caméra. Allez, viens. Même ta maman va te regarder. Allez, on va voir l'effectif compétent de ZRTV. Mais j'y compte, hein, avant la fin de la mi-temps. C'est pas un compliment, et pourtant on va le prendre comme ça. Pourquoi ne pas prévoir d'acheter les droits TV de la Ligue 1 ? Encore faut-il que la Ligue veuille bien nous les vendre. Comme ça, nous serons certains de voir un jour des matchs avec une meilleure qualité d'image, ainsi qu'une meilleure analyse. Ça, c'est vous, messieurs, hein, des bons analystes. C'est vraiment honteux. En 2014, on regarde des big matchs de championnat avec une qualité médiocre de 3 GP. 3 GP, moi, je connais les Grands Prix GP de moto, mais 3 GP, ça, je connais pas. 3 GP, c'est le format de téléphone. Sinon, on se contente d'un résumé avec une action de but ratée par le caméraman. Sans commentaire, mon ami Nasreddine, même si c'est très gentil, mais je tiens à vous présenter notamment Walid avant la fin de l'émission, qui est juste derrière les caméras. Encore Nasreddine. Je vais lui répondre quand même sur les droits TV. Est-ce que ZRTV peut s'aligner sur la chaîne nationale aussi? En fait, voilà. Pour acheter. Les prix, ceux qui ont l'info, je crois que ça tourne autour de 45 millions de dinars. Cette année à presque 60 milliards pour le pack. ZRTV et la chaîne de foot, vous le savez, on ne cesse de vous le dire. En tout cas, c'est un sport qu'on aime comme vous, qu'on essaye de vous faire présenter d'une façon différente, d'analyser de façon différente. Ça ne remplace pas, bien évidemment, le jeu, l'image. Ça sera dans les années à venir. Ça fait partie des objectifs de la chaîne, bien évidemment, de vous faire vivre le foot différemment. Les chaînes concurrentes sont pour nous, et non des concurrents, mais plutôt des partenaires. Et je pense que l'intérêt de la Ligue est de pouvoir diversifier le spectacle le plus possible, parce qu'on parlait tout à l'heure de Ligue 2, qu'on voit peu. Pourquoi pas les divisions un petit peu inférieures, qu'on ne voit pas. Il y a des jeunes qui sortent le week-end pour aller jouer au foot tous les week-ends. On n'en parle pas, on ne les voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. C'est votre droit à l'information. C'est quelque chose qu'on essayera de faire à l'avenir. L'avenir proche, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une promesse. Nous, on fera le maximum pour essayer de vous montrer toujours un peu plus la vérité du football, la vérité de notre football. Nasreddine, donc, qui continue en regardant la liste des 23 sélectionnés pour la CAN. On a l'impression que les critères de sélection ne sont pas très sportifs. Comment Kadir, Belfodil sont là alors que Boudbouz et Riles sont plus aptes, c'est lui qui dit, hein, sont plus aptes. Je trouve que les raisons de leur écart sont strictement extra-sportives. Pas vous, messieurs. On sait, par exemple, et on l'a dit la semaine dernière, que pour Riles, c'est extra-sportif. C'est un écart disciplinaire. Est-ce que l'écart disciplinaire de Boudbouz a été effacé ou pas, à votre avis, ou ne mérite pas sa place? Moi, je pense que Boudbouz, c'est beaucoup plus un choix, pas écart disciplinaire. Parce qu'il avait peut-être un écart disciplinaire avec l'autre sélectionneur. Non, sinon il serait pas rappelé. Il a été rappelé. Aussi, Boudbouz. voilà. Je pense que c'est un choix. Dans des listes plus élargies, il a été présent. Le fait qu'il figure parmi les réservistes, déjà, est un signe. Exactement. Il a cité le nom de Kadir, Riyad. Kadir, il joue chaque week-end en Ligue 2 espagnole. Maintenant, il faut se poser la question, si quelqu'un ne joue pas, qu'il a été rappelé ou mis sur la liste des 23. Le temps de jeu de Kadir est beaucoup plus important que beaucoup de joueurs actuels. Exactement. Et il est polyvalent en plus de ça. Voilà. Le seul petit peu, le seul bémol, c'est peut-être Belfodil et Abeid aussi, qui reviennent, qui ne jouent plus depuis longtemps. Bon, maintenant, c'est... qu'on n'a pas vu en équipe nationale. Voilà, maintenant, il faut sortir. Boudbouz reste réserviste. Il peut à tout moment, il peut être appelé. Alors, on va terminer avec 2 questions. Il y en a une qui me plaît beaucoup. Younes Canadien. C'est un Younes qui doit nous regarder sur YouTube, sur la page Facebook de Facebook. C'est vrai que certaines de nos télénotes trouvent que l'émission n'est pas publiée assez vite. Donc on va essayer de faire vite maintenant pour la mettre sur... C'est un petit coucou que tu envoies... Qu'on lance à un gars qui est assidu, supporter du Mouloudia, hein, mais assidu de l'émission. Il est toujours là à nous regarder, et même plus. Alors la question de Younes Canadien, pourquoi ne pas recruter de grands joueurs stars comme... Il ne faut pas rigoler. Hein. Thierry Henry, Raoul, Trezeguet, Gérard, Abidal, dans notre championnat. Il cite des retraités, bien évidemment. Et puis, on a des clubs qui sont prêts à les acheter, comme USMA, Mouloudia, JSK, Entente de Sétif. Je pense que si la JSK, le Mouloudia, même l'USMA ou l'Entente achètent un joueur comme Gérard ou Thierry Henry, je pense qu'ils n'auront... Ils ont mis un terme à leur carrière professionnelle.
On n'est pas le Là, je Qatar. pense qu'il croit. Et puis on n'est pas. Voilà la réponse que je voulais. On n'est pas. On n'est pas le Qatar. Voilà, on n'est Non, pas non, le il Qatar. pense au championnat indien aussi, qui commence à Et faire. le championnat indien. Voilà. Qui Mais est une retraite. derrière tout ça, il y a une logique commerciale, de marketing, etc., qu'on n'a pas chez nous. Mais on n'est pas C'est prêt. tout, C'est Vous pas. avez dû remarquer que le championnat d'Inde est actuellement diffusé. Et on diffuse beaucoup de matchs sur certaines chaînes de télévision. Donc, tout est entremêlé, en fait. Tous les intérêts C'est économiques une question sont d'argent. mêlés. On va. Même Riyad, les joueurs cités, personne ne jouera dans les stades en Algérie. Dans ce Est-ce genre que de vous stade en voyez, Algérie, donc, franchement, Gérard ou Thierry Henry jouer Jouer à Elf au stade de Elf Kron? Ça sera compliqué. Ça fait rire Walid. Walid, tu vas rentrer sur le plateau avant la fin de l'émission. risque de recevoir Je te une pierre promets. sur la tête. Allez, on va terminer avec celle-là. De Ali Djebbar, c'est une question à nos techniciens. Le rôle qu'on va confier à Bouguerra lors de la CAN, vu que visiblement il est loin de rivaliser avec Belkalem, Halish et Medjani, est-ce une bonne stratégie de convoquer un joueur trentenaire dont ce n'est pas un investissement futur et qui joue dans un club modeste, l'Akhouia, où on joue la Champions League asiatique, qui signifie joueur de vestiaire. Que signifie joueur de vestiaire? C'est la question qu'il pose, leader de groupe, et je ne sais quel adjectif vous avez employé. Il y a un seul patron, c'est le sélectionneur, et sur le terrain, c'est le capitaine. Alors j'aimerais bien savoir, Hadj Adlan et Zadi, eux qui ont vu des coupes et des tournois, c'est quoi la pertinence d'un tel appel? Que je sache, la sélection n'est pas une association caritative où on récompense les joueurs pour services rendus. Et puis, je vous rappelle qu'on démantèle la génération d'Umdurman sans état d'âme, alors que certains d'entre eux jouent toujours dans des clubs plus prestigieux que El Foujaïra. J'ai du mal. Pour Kadir, aussi je comprends, mais j'aurais préféré lancer un jeune joueur, au moins il gagnera en maturité, et joueur de la CAN. J'adore Majid Bouguerra, mais je trouve la question pertinente, messieurs. C'est une place en CAN. Moi, personnellement, je pense que Majid Bouguerra est toujours performant. Il peut être appelé à tête titulaire à tout moment. Et puis, avoir des leaders dans une équipe ou une nation, une équipe nationale, c'est très important. Majid Bouguerra, par rapport à son comportement, à son vécu, et je pense qu'il est respecté par tous les joueurs qui sont actuellement en équipe nationale. Il a joué 2 Coupes du Monde. Et je ne pense pas qu'il a été prêt parce que... Je ne pense pas qu'il a été prêt parce que... Laissez Nordé Saadi dire ce qu'il pense. Non, moi je suis en train de suivre le championnat des Émirats, notamment parce que j'ai un ami qui est à El Foujaïra, justement, qui a travaillé avec moi en équipe nationale junior. Les anciens le connaissent, Mohamed Fellan. Donc on est en contact, il me dit, voilà, si tu es à la maison, il y a tel match, etc. Je le vois. Je pense, contrairement à Al-Hajj, que techniquement, Bouguerra, vu le niveau où il joue, l'équipe avec laquelle il joue, il est cuit. Il ne peut pas... l'entraîneur n'envisage, j'en suis certain, n'envisage pas de le faire jouer. Mais il ne l'a pas pris pour rien. Bouguerra véhicule des vertus que tout le monde n'a pas. C'est quelqu'un qui est vraiment un exemple, qui a compris qu'il était en fin de carrière, qui a démontré qu'il était vraiment, qu'il aimait l'Algérie. Il est presque entraîneur-joueur, quoi. Il est presque responsable de cette équipe. Donc, il ne peut faire que du bien. Sa présence ne peut faire que du bien à l'équipe nationale. Donc, de niveau, non, mais indispensable, oui. Oui. Il faut le dire, hein, dans le poste dans lequel joue le Bouguerra, ça ne se bouscule pas. Il n'y a pas beaucoup de candidats. Il peut dépanner en cas de carton rouge, en cas de blessure, en cas de... Il est toujours là et il peut servir comme 4e défenseur. Ouais, je pense, sur cette question, on parle d'épopée d'Omdurman, ça remonte à longtemps. Et si c'était choisir un seul joueur de cette épopée, j'aurais dit Majid Bouguerra, de par son parcours, de par sa discipline sur le terrain, sa discipline. Il n'est pas le seul. J'aurais choisi moi, personnellement. Parce qu'un Matmoul qui joue régulièrement en championnat d'Allemagne, et on essaie d'occulter toutes ses performances. C'est un choix personnel. C'est un choix. Je sais, mais je parle de la qualité du joueur. C'est un choix personnel connaissant Majid Bouguerra. Et là, c'est pas un cadeau. Là où il joue Bouguerra, c'est pas le top niveau. Je suis d'accord. Pas le championnat, l'équipe. Mais ce garçon, cet élément-là, il joue pratiquement toutes les semaines. Et ça veut dire qu'il est performant. Et moi, je ne pense pas que M. Gourcuff, il l'a pris parce qu'il s'appelle Majid Bouguerra. Tu connais Facebook, tu as vu le signal de Mehdi Haddad, c'est la fin. Salut Haddad. C'est la fin, messieurs. Merci à tous, merci à vous, merci à vous d'avoir veillé
Comme tous les lundis soirs avec nous, l'adresse Facebook, elle se lit juste en bas de la page, vous avez pu lire. Je vous ai promis que vous allez le voir avant la fin de l'émission. Walid, tiens mes feuilles parce que je n'arrive pas à m'en sortir. Si, il va venir, il va venir. Allez, s'il ne vient pas, il ne fera pas la prochaine émission. Le voilà, il est là chaque semaine. Je ne vous dirai pas le club qu'il supporte, il est en crise. Mais en tout cas, lui, il espère jouer un peu plus que le maintien, comme Djemal Rachdi. Merci. Il devrait perdre du poids. Il devrait perdre du poids aussi. Peut-être qu'il va remplacer Sterling. Merci, messieurs. Merci à vous. Lundi prochain, cochez sur votre calepin. C'est Rendez-vous foot sur Dzer. À la semaine prochaine. Salut.